projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Pour sa 11e édition, le festival Nollywood Week a investi le cinéma L'Arlequin à Paris, célébrant non seulement les meilleurs films nigérians actuels, mais aussi les avancées technologiques en réalité virtuelle et jeux vidéo. Rejoignez-nous pour un voyage au cœur des innovations qui transforment le paysage culturel et technologique africain. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Notre invitée du jour est Mata Gabin, une actrice talentueuse dont la carrière et les engagements sont aussi variés qu'inspirants. Chaque art que je fais nourrit un autre. Et je pense que c'est à cause de cette multiculture aussi que je me retrouve à être multidisciplinaire. Les nouvelles technologies font leur évolution en Afrique avec des innovations majeures en réalité virtuelle dans le cinéma africain. Je découvre qu'il y a des films en VR en Afrique et je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une bonne initiative pour le continent africain. Autodidacte, tradition, créativité et prouesse technologique, c'est le cocktail gagnant pour l'industrie émergente du cinéma d'animation africain. Je rêve également aussi que dans nos chaînes de télévision, nous consommons essentiellement camerounais les dessins animés que nous produisons au Cameroun et un peu partout en Afrique aussi. Le continent commence à se positionner comme un acteur incontournable de la scène technologique mondiale. Depuis plusieurs années, l'Afrique est en pleine effervescence technologique avec une croissance rapide dans les divers secteurs tels que les technologies de l'information et de la communication, la fintech, les startups innovantes et l'intelligence artificielle. Notre journaliste Lionel Cauchois s'est rendu au festival Nollywood Week pour découvrir ces innovations Made in Africa. Regardez. Pendant 4 jours, les aficionados et professionnels du cinéma nigérian se sont donné rendez-vous à l'Arlequin pour découvrir les dernières productions et échanger sur cette industrie actuellement en pleine mutation. Au programme, une vingtaine de films, courts, longs métrages et animés provenant du continent, avec cette année un festival tourné vers l'avenir, les nouvelles technologies et le marché prometteur du jeu vidéo africain. Pour cette nouvelle édition, la réalité virtuelle est mise à l'honneur. Une technique pointue qui permet aux spectateurs de s'immerger dans un espace à 360 degrés et de vivre des sensations étonnantes. Fiction, documentaire ou film musical, les 4 films sélectionnés suscitent l'engouement des spectateurs qui ressortent enthousiasmés par l'expérience. Je découvre qu'il y a des films en VR en Afrique et je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une bonne initiative pour le continent africain. On a l'impression de maîtriser l'univers, de regarder en haut, en bas, de pouvoir... On a presque l'envie de toucher, quoi. Et puis je pense que ça peut être, mine de rien, un outil très fort pour permettre aux gens de se mettre en quelque sorte dans la peau des autres, de vivre des situations, des expériences qu'ils n'ont jamais vécues. Un coup de projecteur sur le dynamisme de ce nouveau cinéma Made in Africa, avec des histoires qui traitent des sujets brûlants de la société africaine de ces 20 dernières années. Je suis obligé de citer les filles de Chibok, notamment, qui est un film qui revient sur cette tragédie qui s'est passée au Nigeria en 2014, il y a maintenant 10 ans. C'était une tragédie dont on a beaucoup parlé, avec notamment tout un mouvement Bring Back Our Girls, etc. Et ce film permet, du coup, à travers ce nouveau médium, de rentrer dans cette réalité de Chibok et de mieux comprendre ce contexte assez tragique, encore une fois. Une sélection qui met également en avant la créativité des cinéastes africains. C'est le cas du film 1000 Shillings in Nairobi, un road movie immersif qui raconte les aventures d'un moto-taxi à Nairobi au Kenya. Un challenge pour sa jeune réalisatrice de 24 ans que nous avons pu joindre au Kenya. J'ai utilisé la réalité virtuelle dans mon projet parce que j'ai l'impression qu'elle offre une connexion émotionnelle plus profonde au public et rend l'histoire plus personnelle et plus réelle. Nous avons été confrontés à de nombreux défis lors de la réalisation de ce film, car il s'agit d'un média sans cadre. Il n'y a pas de cadre et il n'y a donc pas grand-chose que l'on puisse contrôler pendant le tournage. Il faut donc que tout soit parfait sur le plateau. Les nouvelles technologies s'invitent également dans l'industrie vidéoludique, un marché actuellement en plein boom sur le continent, comme nous l'apprend cette masterclass consacrée aux jeux vidéo africains. Encore à ses balbutiements, l'intelligence artificielle traverse les frontières et intéresse déjà les jeunes développeurs africains.
Il y a des utilisations de l'IA en Afrique, mais comme partout, c'est-à-dire qu'en fait, les créateurs africains, les jeunes, de façon générale, sont hyper intéressés par les nouvelles technologies et en fait, ils rattrapent vraiment ce gap-là. Donc, ils s'intéressent à comment utiliser ces nouvelles technologies. L'IA peut être en partie, je pense, utilisée dans le domaine narratif, pas pour créer les histoires à leur place, non, mais peut-être pour les aider à l'écriture de ces histoires qu'ils ont déjà. Né en 1994 en Afrique du Sud, le marché vidéoludique africain a triplé depuis 2018 et devrait atteindre 1,92 milliard d'euros cette année. Il compte aujourd'hui une quarantaine de studios, avec à sa tête des pays leaders, l'Afrique du Sud et le Nigeria, en dépit des besoins en électrification ou l'accès au haut débit à prix abordable. Il y a également les problèmes d'accès aux technologies. Les logiciels sont coûteux, les matériels de production est aussi coûteux. Et bien sûr, il y a les ressources. Les ressources ne sont pas encore complètement formées. Malgré cela, cette industrie possède de nombreux atouts, une population majoritairement jeune qui devrait doubler à l'horizon 2050 et des créateurs qui n'hésitent pas à se tourner vers leur culture pour raconter leurs propres histoires et aborder des problématiques locales qui permet d'attirer davantage de public. Pour moi, les atouts de l'Afrique sur la création de jeux vidéo, c'est les cultures, les traditions, les histoires qui n'existent pas ou qui ont peu de visibilité au niveau international. Ça, pour moi, c'est la vraie force. Et le vrai potentiel, en réalité, c'est les jeunes. C'est un continent extrêmement jeune par rapport à l'Europe, qui est un continent vieillissant. Donc, c'est autant de personnes qui peuvent être non seulement intéressées par la pratique du média, mais aussi de créer du contenu. Paris réussit pour cette nouvelle édition consacrée aux nouvelles technologies africaines. Son apparition récente dans l'industrie du cinéma et du jeu vidéo reste très prometteur. L'industrie vidéoludique du continent attire désormais les grandes compagnies. Le studio nigérian Malio Games, un des leaders africains, a été choisi par le géant Disney pour adapter sa dernière nouvelle série animée Iwaju en jeu vidéo. Actrice, poète, chanteuse, artiste, Mata Gabin est une amoureuse de l'art et ne se limite pas à rentrer dans une case. Son parcours éclectique et sa passion pour la créativité la poussent à explorer divers domaines artistiques avec une intensité remarquable. Aujourd'hui, elle nous parle de ses projets actuels, de ses inspirations et de son engagement pour l'émancipation des femmes et la valorisation de la diaspora africaine. Regardez. Bonjour Mata Gabin. Bonjour Louana. Merci d'avoir accepté cette interview et bienvenue dans Initiative Africa. Merci de m'avoir invitée. On vous a vu dernièrement dans Un destin inattendu, le film de Sonia Rolland, oui, dans lequel vous jouez le rôle de sa mère. Oui. Pouvez-vous nous raconter cette expérience ? C'est une expérience assez magique, je dirais, parce que à la base, Sonia et moi, on s'était rencontrés à des événements afro-diaspora ici à Paris. Et puis, on a participé au livre « Noir n'est pas mon métier ». Ça nous a rapprochés, le livre dont Aïssa Maïga était l'initiatrice. Donc, quelque part, ça a été, un faisceau de concordance qui a fait que elle avait envie que ce soit moi, la directrice de casting, à présenter ma candidature. J'ai passé des essais, elle les a vus et elle a trouvé ça bien. Et elle a dit, mais en plus, waouh! Donc, je suis arrivée dans ce film avec un chemin bordé d'amour, quoi. C'était et puis c'est très fort ce qu'elle a écrit, je trouve, de parler de cette jeune femme qu'elle était à cette époque, qui se retrouve adulée et aimée, et que tous les Français ont voté pour elle, pour cet événement aussi important que Miss France. Donc, non seulement c'est le rêve, c'est la romance, mais c'est aussi quelque chose, quelque part, d'assez militant. Donc, tout ça me plaisait, et plus quel honneur de me faire jouer sa maman. Vous êtes engagée dans des projets comme Noir n'est pas mon métier, initié par Aïssa Maïga, oui, et Diasporact. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quand on a créé le livre Noir n'est pas mon métier, on voulait créer une page Facebook, une association, un groupe qui se serait appelé Diasporact, dans le sens que c'est la diaspora qui est en action. Moi, je trouvais le nom absolument génial. Maintenant, ça n'est pas allé plus loin. Malheureusement, chacune est partie dans la direction de son chemin et de son destin. J'espère que je saurai me retrouver dans des groupes qui n'éclatent pas comme ça. C'était un peu dommage. Mais l'idée était très bonne.
Et ce qui s'est passé là, c'est que je me suis retrouvée à être dans un geste très militant, très fort, qui avait toutes les chances d'avoir un gros impact sur les gens, et en faisant quelque chose que j'aime et qui est artistique. Donc pour moi, c'était une connexion de mes désirs, de mes envies, de mes besoins formidable. Que pensez-vous de l'affiche du film de Judith Godrèche, Moi aussi, en lien avec le mouvement MeToo, et qui témoigne de l'absence de femmes racisées dans les mouvements féministes? J'en perds mes mots, ça me désole. Parce que voilà, nous aussi, mais qui, nous qui. Tu as tourné la tête juste dans ton quartier. T'as pas tourné la tête sur ton métier. Tu vois, parce que en plus aujourd'hui, on serait en 1985. Ok, Judith Godrèche parle. Il y a que des blanches autour d'elle, il y avait que des blanches à cette époque-là, mais pas aujourd'hui. Et puis c'est cette croyance qu'ont certaines personnes qu'elles sont inclusives, alors que pas du tout. Mais quelque part, alors elle le fait en toute bonne foi en plus, hein, j'en suis mais intimement convaincue. Mais en fait, non. Comment percevez-vous la place des actrices noires en France ? Depuis que je suis arrivée à Paris en 1995 et qu'il n'y avait que très peu d'actrices noires à l'horizon, des Félicité Ouassi, des Génie Alpha que j'ai pas connues personnellement mais dont le nom ne m'est pas étranger, il y avait la maman de Pascal Légitimus, donc il y avait des personnalités qui étaient là, mais c'était pas beaucoup. Il y avait Princesse Erika, plutôt dans la chanson que la comédie, mais après très vite dans la comédie. Alors que aujourd'hui, à l'aune de juste mon existence, je crois qu'une génération c'est 25 ans. Donc à l'aune d'une génération, ça a beaucoup évolué. Ça me fait plaisir parce qu'en plus ce que je disais à cette époque, quand je disais faut arrêter de dire blague, quand je disais c'est pas possible que les rôles soient aussi clichés, quand on me disait est-ce que tu peux jouer une racaille de banlieue et que moi j'arrivais d'Abidjan ou de Corse et que j'avais aucune idée de ce que c'était à part l'image que justement la télé me renvoyait de ça. Je disais mais je sais pas, je comprends pas. Comme si le fait d'être, on était pris comme un grand tout, un grand bloc. J'ai entendu un jeune homme qui a dit quelque chose d'incroyable l'autre jour dans une interview sur Combini. Il disait qu'un jour, il y a une femme qui marchait à côté de lui et il a senti, quand il l'a regardée, qu'elle avait peur et que des fois, il est obligé de calculer. Comme c'est un grand homme noir, il est obligé de calculer. S'il marche trop vite derrière quelqu'un la nuit, à 23h, il se dit peut-être que cette personne va avoir peur, donc il faut que je marche doucement. C'est-à-dire, il y a une colonisation dans notre tête qui est terrifiante et qui donne un double travail. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, on réussit, les artistes, les acteurs, les journalistes, toutes les personnes qui ont envie que le monde se ressemble et qui est plus ces espèces de cases dans lesquelles on veut mettre les gens. Tout ce monde a envie qu'on avance vers une égalité et qu'on se décolonise la tête. Et donc, dans le métier, dans le milieu, moi, je vois qu'il y a des personnes noires, des frères, des sœurs, des artistes qui, au fur et à mesure, se sont décolonisés la tête en disant « je peux être ceci, je peux faire cela, je peux jouer du violon, il n'y a pas de problème, je peux être une danseuse classique, etc. » Mais maintenant, il y a d'autres pôles à attraper. Les artistes, on est là, mais il y a d'autres... Il y a la distribution, il y a la finance, monter des boîtes de prod, il y a les scénaristes, il faut des scénaristes noirs, et il faut que le public aussi suive, il faut que quand des personnes jouent dans des salles qui sont pas forcément des salles où il y a des spectacles diaspora, ou je sais pas comment dire, il faut qu'ils viennent aussi, quoi, et qu'ils s'intéressent qu'il y ait une ouverture à la culture pour qu'on puisse avoir un poids économique aussi, parce que la culture, c'est aussi de l'argent.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Voici des décennies que les Africains s'intéressent au cinéma d'animation. Mais il a fallu attendre les années 2000 pour que des cinéastes du continent comme le Nigérian Adamu Waziri améliorent la qualité des productions avec le premier long métrage d'animation africain Bino and Fino. Depuis, la passion s'est réveillée chez les jeunes générations avec de nombreux créateurs autodidactes et l'émergence de studios indépendants dans tout le continent, de l'Afrique du Sud au Kenya et au Nigeria en passant par le Cameroun. C'est là justement que notre correspondant à Douala, Maxime Farel-Bounia, s'était rendu lors de la représentation du film du cinéaste Jules Kala Eyango. Regardez. Une salle de cinéma pleine à craquer. Ils sont devenus aussi nombreux découvrir une nouvelle création cinématographique, Lumbu Matanda. C'est un court-métrage, un film d'animation de 13 minutes, typiquement camerounais, qui met en exergue une discipline sportive traditionnelle pratiquée pour résoudre un conflit centenaire entre deux grandes contrées villageoises qui cohabitent dans la cité Mbou Matanda. À la sortie de l'Institut français du Cameroun, c'est l'étonnement couplé d'un sentiment de satisfaction. Je suis d'abord satisfait parce que je suis quelqu'un de très attaché à la culture. Oui, c'est d'abord une innovation de voir qu'on a des films d'animation qui sont assez représentatifs de nos valeurs culturelles. Et c'est important quand on sait qu'on est dans un monde où, dans un contexte de mondialisation où il y a le choc de culture, c'est important de garder son identité. Je trouve que l'industrie de l'animation au Cameroun a encore... C'est vrai, c'est en plein essor, mais d'ici quelques années, nous pouvons vraiment faire de très belles choses. Ce court-métrage vient donner un coup d'accélérateur comme une nouvelle peinture à l'industrie cinématographique africaine, obligée de s'arrimer aux nouvelles exigences de l'art moderne. Derrière ce chef-d'œuvre, une jeune équipe portée par Jules Kala Eyango. Je suis réalisateur depuis plusieurs années. Déjà, c'est un vieux rêve d'enfance, devenir réalisateur. J'ai commencé par la télévision en tant que journaliste et même à la radio, réalisateur à la radio. Mais pour les questions de cinéma, je suis réalisateur depuis 2019, après ma sortie de l'école de formation en dessin animé à l'IFCPA, l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CATV. C'est dans ce centre de formation justement qu'est née l'idée de produire ce film d'animation sous l'impulsion de son encadreur professionnel. Alors nous avons notre enseignant, monsieur, je vais dire son nom, monsieur Evenucha, qui nous a proposé un exercice, fait une bande dessinée qui s'inspire des histoires de notre village en fait. Et moi, fan de films de baston, je me suis dit, quelle est l'histoire de baston que je peux raconter venant de mes origines propres. Et un jour, j'ai découvert que nous avons un sport traditionnel qu'on appelait le bossoa. J'ai décidé de faire une histoire qui va parler du bossoa. Le bossoa est donc cette lutte traditionnelle pratiquée par la communauté Sawa, mise en exergue dans le court-métrage. Alors, pour concrétiser son rêve, Jules se fait entourer de jeunes collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la production de ces films d'animation avec des sources d'inspiration et du matériel adéquat. Mon rôle dans la création du film d'animation, c'est directeur d'animation en fait. Et bref, je suis celui qui encadre et fait en sorte que l'idée voulue soit concrète à la fin. Comme logiciel, on utilise Photoshop, Krita, on utilise Sketchbook, on utilise aussi Blender comme logiciel jusqu'à présent. Bon. Mon rôle est illustrateur et je conçois des backgrounds et des concept art. Oui. Et c'est une nouvelle expérience pour moi d'entrer dans ce milieu professionnel. Faire les études dans le domaine d'animation ne signifie pas qu'on est bon. Il y a des gens qui font des études et ils sont moins bons que ceux qui sont autodidactes à la base. Donc, tous ceux qui ont un don dans le domaine du dessin, moi, je les invite vraiment à côtoyer ceux qui sont dans le domaine d'animation et à faire leurs preuves. Cependant, comme tout secteur d'activité, les difficultés ne manquent pas. Je fais déjà des films de très bonne qualité. Et qu'à partir de ces films de très bonne qualité, ceux qui rêvent de faire le film d'animation en vivent parce que c'est vraiment très difficile de vivre. Donc, de façon générale, je rêve également aussi que
Dans nos chaînes de télévision, nous consommons essentiellement camerounais les dessins animés que nous produisons au Cameroun et un peu partout en Afrique aussi. Le cinéma d'animation en Afrique connaît actuellement un essor remarquable avec des cinéastes talentueux qui créent des films innovants reflétant la culture, l'histoire et les traditions locales. Le Cameroun participe activement à cette évolution avec une industrie en pleine croissance qui suit de près les succès des animateurs leaders du Nigeria, du Ghana, du Kenya, d'Égypte, d'Afrique du Sud ou encore du Mozambique. En 2019, Netflix a acquis sa première animation africaine et les sociétés étrangères du secteur s'intéressent de plus en plus aux possibilités de recruter des animateurs africains. Retrouvons tout de suite notre invitée Mata Gabin. Elle nous révèle les défis qu'elle a rencontrés avec son métier d'actrice et également son rapport à son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Regardez. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rapport à vos pays d'origine? J'ai grandi en Côte d'Ivoire, d'une maman guinéo-libérienne ivoirienne, d'un papa martiniquais. J'ai été élevée par d'autres personnes, lui corse et donc la sœur de mon père, ma tante martiniquaise. Et dans tout ça, il y avait une grand-mère argentine, un grand-père italien. Et chaque personne avec sa culture m'a donné un petit quelque chose. Et je suis devenue un tout comme ça. C'est pour ça que quand on me pose la question, tu es de quelle origine? Cette question, je sais pas, l'autre jour, j'avais trouvé une autre façon de la demander. Ah oui, je disais, on devrait plutôt demander quel sol t'as vu naître? Vous êtes également une artiste multidisciplinaire. Pouvez-vous nous parler de vos autres activités? J'aime la scène, mais quand je suis pas sur scène, j'attends quelque chose. Donc, je me suis mise à écrire des chansons, des poèmes, des chansons. J'ai mon groupe de musique et puis je suis là à avoir un refrain qui me vient en tête. J'ai des pinceaux chez moi, je peins un truc. Je crois que c'est parce que je m'étais fait la promesse quand j'étais enfant d'être une femme libre et de pouvoir embrasser quelle que soit la carrière qui me plaît, de pouvoir l'embrasser ou de faire n'importe quelle activité qui me plaise du moment que ça ne fait de mal à personne. Et je crois que je tiens mes promesses. Je tiens mes promesses. Alors oui, j'ai une boulimie d'art, voilà, je vais au théâtre très souvent, j'aime y jouer aussi. Là, je vais faire une exposition de mes peintures, la première que j'ai jamais faite à la rentrée, là au mois d'octobre. Chaque art que je fais nourrit un autre. Et je pense que c'est à cause de cette multiculture aussi que je me retrouve à être multidisciplinaire. Parce que chacun m'a donné, mon oncle adore l'art haïtien, les tableaux d'art haïtien. J'aime pas trop dire naïf, je préfère dire de l'art haïtien. Et j'aime les couleurs qu'il y a sur ces tableaux. Et d'ailleurs, quand mes peintures, c'est extrêmement coloré. Mon grand-père m'a fait aimer la littérature. J'aime écrire des poèmes, écrire des choses. Donc chacun comme ça de ses parents, parce que j'ai eu plein de parents finalement, une espèce de myriade comme ça. Chacun m'a donné le goût de quelque chose et donc je me retrouve à... Ma mère, elle chante toutes les deux, si tu lui donnes n'importe quoi. Mais ça y est, c'est parti. Donc, il y a un petit bout de chacun, finalement. Est-ce que vous envisageriez un retour au pays? Ça commence vraiment. Il y a quelque temps, j'aurais tout de suite dit non. Voilà, bon, un non comme ça, mais un non quand même. Mais là, ça commence et je me dis bon, ça fait longtemps que je suis ici. J'ai quand même fait mes preuves dans plusieurs styles d'activités artistiques, dans plusieurs domaines artistiques. Mais les Ivoiriens ne me connaissent pas. Il faudrait qu'ici en France, déjà, il y ait quelque chose. Mais en même temps, j'ai pas de notoriété en France. Mais sans notoriété, ça vaut pas le coup. Je m'emmène les pinceaux dans ma tête. N'importe quoi. Mais il y a quelques jours, je me disais, non, pourquoi je me limite? Est-ce que vous auriez un conseil à donner à la jeune Mata Gabin? Le conseil que je donnerais à cette petite-là,
j'allais dire change rien. Continue d'être franche et honnête comme ça, voilà. Je rajouterais un conseil parce que sinon moi je suis contente d'avoir pris mon taureau par les cornes et d'avoir foncé et d'avoir tenu les promesses à cet enfant justement que j'étais, tout est écrit dans mes journaux intimes, j'ai tenu les promesses que je m'étais, voilà. Mais si j'avais un conseil vraiment aujourd'hui à donner, ce serait intéresse-toi plus à ta culture. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que le déracinement. Et je le dis avec un peu de tristesse, moi je suis une déracinée, je le sens totalement. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Mata Gabin ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.